Qui n'a jamais été scotché par un coucher de soleil? Oui. Ces couleurs folles. Et puis parfois, on voit ces drôles d'anneaux autour du soleil. Ah oui. Aujourd'hui, on se penche sur la science derrière tout ça. À partir d'analyses assez pointues des phénomènes optiques dans l'atmosphère, on va essayer de comprendre pourquoi le ciel s'embrasse comme ça et d'où sortent ces halos, ces faux soleils. C'est exactement ça. Derrière ce spectacle, il y a vraiment des interactions physiques très précises entre la lumière du soleil et puis tout ce qu'il y a dans notre atmosphère. Molécules d'air, particules, cristaux de glace. On va démystifier un peu la magie par la physique, quoi. Super. Alors, commençons par le début. Le crépuscule, la lumière du soleil, elle arrive blanche, c'est ça? C'est un mélange de toutes les couleurs. Tout à fait. Et en traversant l'atmosphère, elle rencontre plein de choses. Les molécules d'air, les poussières. Et c'est là que ça se joue. Oui, principalement par ce qu'on appelle la diffusion. C'est vraiment le mécanisme clé pour la couleur. D'accord. Et le premier responsable, ce sont les molécules de l'air elles-mêmes. L'azote, l'oxygène, elles sont toutes petites. Minuscule, oui. Et elles sont très très efficaces pour diffuser les couleurs à courte longueur d'onde. Le bleu, le violet. Ah, c'est pour ça que le ciel est bleu la journée. La diffusion de Rayleigh, c'est ça? Exactement. C'est ça, la diffusion de Rayleigh. En pleine journée, le bleu est diffusé partout au-dessus de nous. Logique. Mais alors le soir, pourquoi ça vire au rouge? Qu'est-ce qui change? Quand le soleil descend vers l'horizon, sa lumière doit traverser une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse pour arriver jusqu'à nous. Ah oui, le trajet est plus long. Voilà. Et sur cette longue distance, le bleu et le violet, ils sont tellement diffusés qu'ils partent dans toutes les directions. Ils n'arrivent quasiment plus en ligne droite jusqu'à nos yeux. Ils sont éliminés, en quelque sorte. C'est ça. Et du coup, ce qui reste, ce qui réussit à passer, ce sont les longueurs d'onde plus longues, les jaunes, les oranges et surtout les rouges. Plus le trajet est long, plus le rouge devient intense. Je vois. Mais l'air, il n'est pas pur. Il y a toujours des poussières, des gouttelettes d'eau, même de la pollution. Est-ce que ça joue aussi? Ah oui, bien sûr. Ça introduit un autre type de diffusion, qu'on appelle la diffusion de mie. Elle concerne les particules plus grosses, les gouttelettes, les poussières, les aérosols. Et elle fait quoi, cette diffusion de mie? Contrairement à Rayleigh, elle diffuse à peu près toutes les couleurs de la même manière, de façon plus uniforme. C'est pour ça que les nuages ou le brouillard nous apparaissent souvent blancs ou gris. Ils ne trient pas les couleurs comme l'air pur. D'accord. Mais j'ai lu que ces particules peuvent quand même influencer les couleurs du coucher de soleil, parfois de manière étonnante. Absolument. Et c'est là que ça peut être un peu paradoxal. Une pollution modérée ou des poussières fines, ça peut intensifier les rouges et les oranges. On peut même voir apparaître des roses, des violets. Ah bon? La pollution rendrait les couchers de soleil plus beaux. D'une certaine manière, oui, en termes d'intensité des rouges. Les cendres volcaniques très haut dans l'atmosphère, par exemple, sont connues pour donner des couchers de soleil rouge sang et des lueurs pourpres incroyables, même après que le soleil soit passé sous l'horizon. Et la fumée des incendies? Pareil. La fumée est pleine de petites particules qui filtrent très bien le bleu. Du coup, on a ces ciels rouges profonds. Par contre, l'humidité, elle, a tendance à un peu atténuer les couleurs, à les rendre plus pâles. Un air sec favorise des couleurs plus vives. Et les nuages alors? Quel est leur rôle exact? Ah, les nuages, c'est essentiel. Ils ne créent pas la couleur eux-mêmes, mais ils servent d'écran, de toile pour la réfléchir. Ils la capturent, en quelque sorte? Exactement. L'idéal, c'est d'avoir des nuages en haute ou moyenne altitude. Les cirrus, ces nuages fins, un peu plumeux, très hauts, ou les altocumulus. Eux, ils peuvent intercepter la lumière du soleil, déjà bien rougie, même quand le soleil est sous l'horizon pour nous. Et ils la renvoient vers le bas. Ça prolonge le spectacle. Et les gros nuages bas? Ah, eux, les stratus, par exemple, souvent, ils bloquent tout simplement la lumière. Moins intéressant pour le spectacle. D'accord. Donc ça, c'était pour les couleurs près de l'horizon, liées à la diffusion dans l'atmosphère basse. Mais revenons à ces autres phénomènes, les halos, ces anneaux ou taches brillantes autour du soleil. Ça, c'est autre chose, n'est-ce pas, Sam? Oui, tout à fait. Là, on change complètement de mécanisme. Ces phénomènes qu'on appelle génériquement les halos, ils sont créés par l'interaction de la lumière du soleil avec des cristaux de glace. Des cristaux de glace. Même quand il fait beau. Oui, des cristaux de forme hexagonale qui flottent très haut dans l'atmosphère, dans les nuages de type cirrus ou cirrostratus. Même si ces nuages sont très fins, presque invisibles parfois. Et comment ça marche? Ces cristaux agissent comme des petits prismes? Exactement comme des millions de minuscules prismes ou miroirs. Ils réfractent la lumière, c'est-à-dire qu'ils la courbent, et ils la réfléchissent aussi.
C'est la forme des cristaux, plutôt des plaques ou plutôt des colonnes, et leur orientation dans l'air qui va déterminer le type de halo qu'on observe. Il y en a plusieurs types, je crois. Ah oui, toute une famille. Le plus commun, c'est le halo de 22 degrés. C'est ce grand cercle lumineux, souvent assez pâle, autour du Soleil. Je crois l'avoir déjà vu, oui. Très probable. Et puis il y a les parélies, on les appelle aussi faux soleils ou sun dogs. Ah oui, les chiens du soleil. C'est ça, ce sont des taches brillantes, souvent colorées, avec le rouge tourné vers le Soleil, qui apparaissent de chaque côté du Soleil, à la même distance que le halo de 22 degrés. Et ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est typiquement dû à des cristaux en forme de plaquettes, comme des petites assiettes hexagonales, qui s'alignent horizontalement en tombant lentement. Fascinant. Et il y en a d'autres? Oui, on peut voir aussi des colonnes lumineuses, des piliers de lumière verticaux au-dessus ou en dessous du Soleil, surtout quand il est bas sur l'horizon. Ça, c'est dû à la réflexion de la lumière sur les faces planes des cristaux. Incroyable que de la glace invisible si haut puisse créer tout ça. Quelles sont les conditions idéales pour les observer? Alors, il faut évidemment ces nuages cirriformes, donc des cirrus ou des cirrostratus. Il faut qu'ils contiennent des cristaux de glace bien formés, donc il faut qu'ils fassent assez froid en altitude, souvent en dessous de moins 15 degrés Celsius. Et puis, l'orientation des cristaux est clé, et parfois l'angle du Soleil joue aussi. Les parélies, par exemple, sont plus faciles à voir quand le Soleil est bas. Ok, donc, s'il résume, les couleurs incroyables du coucher de soleil, c'est la lumière qui traverse beaucoup d'air, le bleu se perd en route, le rouge domine. Et tout ça est peint sur les particules et réfléchi par les nuages. C'est une très bonne synthèse, oui. Et les halos, eux, c'est une autre histoire. C'est la lumière qui joue avec des cristaux de glace tout là-haut. Exactement. C'est une chorégraphie différente. Observer ces phénomènes, finalement, c'est un peu comme lire l'état de l'atmosphère au-dessus de nos têtes. Les couleurs du soir nous donnent des indices sur la propreté de l'air, sur ce qu'il contient comme particules. Ça valide même certains dictons météo, non? Ciel rouge le soir... Bah oui, ciel rouge le soir, bel espoir, ça a une base physique, et les halos nous montrent la présence et même la forme de ces cristaux de glace qu'on ne voit pas autrement. Et pour terminer, peut-être une petite question qui laisse réfléchir. Si on a dit que la pollution ou la fumée peuvent, paradoxalement, rendre les rouges d'un coucher de soleil plus intenses, plus spectaculaires, qu'est-ce que cette beauté flamboyante nous dit vraiment sur la santé de notre atmosphère? C'est une excellente question. Ça invite peut-être à regarder le prochain spectacle avec un œil un peu différent au-delà de juste l'esthétique.